De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme nous l'avions promis avec le président Gabriel Mokia, aidez-le à récupérer ce qu'il vous donne. Merci beaucoup à l'équipe technique. Allez-y, allez-y. Je vous attends. Merci. Voilà, président. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, vous avez suivi avec nous, sans doute, le périple du président de la République. Depuis le début de cette semaine, il a commencé en Asie. Plus le Qatar, mais les Émirats Arabes Unis, où il a signé des partenariats stratégiques. Et il s'est retrouvé finalement aux États-Unis, à Washington. Ce matin, il a pris part, matin par rapport à l'heure américaine, au déjeuner de prière nationale avec le président Donald Trump. Est-ce que vous avez eu le temps de suivre et quel est votre ressenti par rapport à cette action? Merci beaucoup. Je crois que c'est le travail d'un chef de l'État qui travaille très bien. Quand les gens disent oh, Félix a fait ceci, mais voilà, l'homme ne dort pas, il est là par-ci, par-là dans les avions. Il voyage trop. Il voyage trop. De l'Asie à l'Amérique, il traverse le monde. C'est pour le bonheur de notre peuple et surtout pour mettre fin à la guerre. Nous ne pouvons pas être les sous-hommes des peuples rwandais qui nous attaquent à tout moment. Ça ne va pas. Mais il faut que le chef de l'État, qui est le numéro 1 du pays, puisse trouver la solution comme il est tenté de faire. Là, on peut le jeter des fleurs. C'est comme ça qu'un chef de l'État travaille. Vous avez suivi Donald Trump aujourd'hui encore en train d'affirmer qu'il a fini la guerre entre la RDC et le Rwanda. C'est pas la première fois qu'ils le disent. Nous, on est ici sur place. On ne peut pas se rendre à Goma, on ne peut pas se rendre à Bukavu. Ce sont des territoires occupés, pour ne citer que les deux que j'ai cités, parce qu'il s'agit de quasiment les entièretés de cette province-là. Mais Donald Trump lui dit qu'il a déjà fini la guerre. Qu'est-ce que cela peut sous-entendre? Cela sous-entendre que c'est qu'il a déjà donné des instructions. Tous les Rwandais quitteront notre territoire national à partir de Bunagana jusqu'au-delà. Même ceux qui résistent en tête de lancer des balles réelles auprès de la population, ils finiront par partir. Parce que s'ils ne partent pas, Donald Trump a encore un autre élément dans sa tête. Il peut venir vous récupérer, vous, dans votre maison, pour vous amener jusque chez lui et vous mettre au cachot. Voilà l'homme. Il vous dit, vous n'écoutez pas, il vous dit, vous n'écoutez pas. À un moment, il va se venger. Mais il dit depuis le mois de juin, c'est en juin qu'on avait signé l'accord, je me souviens, avec Thérèse Kayikwamba. Puis lui-même, le président Tshisekedi, s'est déplacé en décembre à Washington. Avant même qu'il ne revienne à Kinshasa, Uvira est tombé. Donc comment vous pouvez dire qu'il dit on n'obéit pas, après les faits ne suivent pas? Mais c'est-à-dire qu'il est en train de montrer que je suis en train de vous dire et vous n'écoutez pas, comme vous résistez, vous persistez en train de tuer le peuple congolais. Mais quand je vais me venger, personne ne va encore venir me critiquer. Est-ce qu'un homme d'affaires, il n'est juste pas en train de nous faire croire ce qui n'est pas encore arrivé pour ensuite, lui, bénéficier de l'autre partie de l'accord, comme on le sait, économique, à savoir dealer pour les minerais stratégiques? Il n'a rien pour rien si c'était terre des hommes. Moi, quand je faisais le café, vous voyez, j'envoie l'argent, les gens qui travaillaient à Brousse. Finalité, c'est quoi? C'était moi qui étais le bénéficiaire. C'est la même chose. Lui, il dit, il fait ceci. Vous n'écoutez pas. Après tout, si la guerre est terminée, lui-même, il va aussi produire les minéraux de la RDC. C'est 50-50. Gagnant-gagnant, nous allons gagner, lui aussi va gagner. Et la plupart de nos chômeurs trouveront des postes de travail. Donc, il faut comprendre que quand un chef de l'État parle, c'était un langage codé. Pendant que nous avons signé l'accord, pendant que les autres s'attêtaient, mais il est allé jusqu'au Venezuela prendre les chefs de l'État de Venezuela pour l'amener au cachot chez lui. C'est-à-dire que c'était un message. Pour un intellectuel, il doit comprendre que ça, c'était un grand message. C'est-à-dire que si vous vous attêtez, il viendra toujours le soir ou la journée vous récupérer et partir avec. Donc, de toute façon, il faut seulement que vous puissiez obéir à ce qu'il est tenté de faire. Ne vous attêtez pas pour occuper un pays d'autrui. Obéir pour le moment parce que ça va dans le sens de la RDC. Qu'adviendra-t-il quand nous n'aurons plus les intérêts communs? C'est-à-dire qu'il nous demandera ce qu'on ne peut plus lui donner
Souvenez-vous, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, quand il avait les intérêts communs avec les Rwandais aujourd'hui, de faire tomber le maréchal Mobutu, ils ont marché ensemble. Mais quand ensuite on commençait à lui demander de couper des pans de territoire de la RDC, ils se sont divisés et nous en subissons les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Mais oui, mais ceux qui ont coupé nos provinces, nos provincettes, c'était à la demande du Paul Kagame. Ils ont voulu procéder à la balkanisation voulue dans notre pays. C'est pourquoi ils ont testé. C'est-à-dire de 11 à 26 provinces. De 11 à 26 c'est provinces. C'est Paul Kagame qui avait demandé ça. Mais oui, bon. c'est lui qui avait demandé. C'était voté dans la Constitution. De quel droit Joseph Kabila s'est mis à couper notre pays à 1000 morceaux? C'était voté. C'était voté à la Constitution de 2006. Mais voter là, quand on a voté, il y a une mainmise là-dedans. Il n'y a rien pour rien dans notre pays. Ceux qui interviennent, tu ne vois pas leur comportement. Ils ont été seulement de tuer les Congolais, massacrer les Congolais, occuper des provinces de notre pays. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qui se passe. Il y a quelqu'un derrière. C'est comme ils disent qu'ils vont aller au dialogue. Mais derrière le dialogue, il y a un élément moteur. Avant d'arriver d'abord au dialogue, parce qu'on va parler du dialogue aussi, on a parlé de ce qui s'est passé à Washington, mais entre-temps, il s'est passé aussi quelque chose à Kigali. Aujourd'hui, Paul Kagame a pris la parole. Deux grandes déclarations. D'abord, ils n'ont jamais été derrière les minéraux de la RDC. S'ils étaient derrière et bénéficiaient de ces minéraux, ils seraient 100 fois plus riches aujourd'hui. Mais avec quel argent il est tenté de construire ce pays? Parce que ce sont des éleveurs de bétail. Une bonne gestion. Mais même le bétail, ça peut faire développer. Oh, ça ne peut pas faire comme ce qui... Est-ce que vous avez déjà vu Kigali? Quel bétail qui peut faire ça? Il est là, mine de Lubaya. C'est lui qui est le plus grand producteur là-bas. Donc la plupart de nos mines sont entre ses mains. Il se bat pourquoi? Parce que s'il perdait la RDC, son économie va être carbonisée. D'où il faut se battre corps, bec et ongle pour occuper une grande partie de la RDC. Imaginez-vous depuis 1994, quand ils ont pris le pouvoir au Rwanda, et ils sont arrivés jusque chez nous. Ils ont envoyé des mercenaires, oh nous cherchons oh nous cherchons des FDLR, tout ça c'était les FDLR, à la recherche de nos minéraux. Maintenant qu'ils ont la même mise sur les minéraux, combien de fois l'RCDA a occupé, je crois, 5 ans, l'Est du pays, partout il y a ces minéraux qu'ils exportent pour fabriquer les téléphones. Et d'autres ont occupé ces pays. Tout ça, c'était à sa demande, lui qui est le grand fournisseur d'armes et munitions pour pouvoir détruire le peuple congolais. Nous subissons. Cet argent devait être longé à la Banque centrale, au lieu que la Banque centrale plaire toujours aux finances là-bas. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas moyen de payer les gens, il n'y a pas d'argent, c'est parce que il y a une mainmise d'une personne qui entre nuitamment, qui travaille et qui récupère nos mines. Depuis quand, vous avez déjà entendu, le Rwanda est devenu exportateur de minéraux? Est-ce qu'au Rwanda, là-bas, il y a des minéraux? On devient exportateur comme nous, on le faisait, parce qu'il y avait des cafés auprès des planteurs. Quand on achète, on envoie ça. Là, on vous appelle exportateur. Quand je suis arrivé en Anvers, à Bruxelles, tout le monde, les hommes d'affaires qui venaient, oh, c'est M. Mokia, l'exportateur de café. Vous voyez? Parce que moi, je sais où j'ai récupéré ça à l'intérieur auprès de mes frères et amis pour envoyer en Europe. Mais lui, on l'appelle l'exportateur. Est-ce que dans ce pays, il y a un endroit où on peut aller exporter ça? Hein? Comment on appelle? Les mines de Qatar étaient venus ici. Il a passé 2 jours au Rwanda. Il a demandé à Paul Kagame où se trouvent vos mines, vos minéraux ici. On lui a montré l'usine de transformation. On lui a montré l'usine de transformation des minéraux qui viennent de la RDC. Et en réalité, on lui a montré les bétails. Mais lui n'avait pas demandé le bétail. Alors, tout ça, ça doit nous donner des matières à réflexion. Préparons-nous à avoir une grande armée ici en Afrique. Il dit autre chose encore. Le président Tshisekedi se comporte comme un bébé gâté.
C'est-à-dire, il pleure et on lui donne ce qu'il veut, il pleure, on lui donne ce qu'il veut. En parlant de ça, il cite peut-être en passant Donald Trump. Mais Donc Donald Trump papa, Tshisekedi bébé. Dans quel pays où il n'y a pas de relation? Il y a des relations. Si Tshisekedi a la chance d'être avec Donald Trump à bon terme, il y a d'autres aussi qui ont la chance d'être à bon terme avec les présidents russes ou les présidents chinois. Chacun a sa façon de vivre dans la vie. Et vous ne voulez pas que Tshisekedi aussi puisse avoir de bonnes relations avec Donald Trump. Donc les gens, les jaloux qui aiment nous piller, qui racontent ce genre de choses. Vous voyez, un pays qui regorge tout, mais c'était un pays pauvre. C'était un pays où vous trouvez un conseiller de ministre en train de pleurer, il n'y a pas d'argent pour qu'on puisse vous payer. Vous ne trouvez pas ça, c'est scandaleux? Et vous étiez venu faire quoi là-bas? Parce que vous n'avez pas la possibilité d'emmagasiner l'argent du pays pour payer la population. Voilà les défauts que nous avons. Laissez-les parler à Tshisekedi comme ça, mais Tshisekedi a son objectif de remettre la paix et la tranquillité dans notre pays. Alors, en interne maintenant, dans notre pays, on parle de ce dialogue que vous évoquiez tout à l'heure. Au regard de comment se comporte le monde, quelle attitude on devrait avoir en interne pour ce dialogue? Vous avez suivi le monseigneur Donatien Cholet de la Senco dire qu'il n'y a pas d'un côté les bons ou les mauvais. C'est une guerre, il y a ceux qui tuent à gauche et ceux qui tuent à droite. Il ne faut pas dire que c'est seulement les rebelles qui tuent. Quand il faudra se mettre sur la table, il faudra écouter tout le monde. Donc lui, il voulait que les rebelles arrivent jusqu'à Kinshasa. Ah, il n'a pas dit ça. Non, mais à vous attendre de parler. C'est ça qui veut que les rebelles, parce qu'il dit que la RDC tue. La RDC ne tue pas, la RDC se défend. Moi, je viens dans ta maison avec une arme et autres, mais si vous avez l'occasion de m'écraser, ce n'est pas une infraction. On appelle ça en français légitime défense. Ce que la RDC fait, c'est ce qu'on appelle les légitimes défense devant des agresseurs. Et ils s'appellent des agresseurs. Est-ce qu'il y a bien sûr les nôtres? Il ne connaît pas qu'il y a des agresseurs dans notre pays. Si ces agresseurs arrivaient jusque là où Doro a Bencher, lui il sera content. Il va dire non, le pays m'a abandonné. Non, c'est ça qu'il voulait. Donc ne vous en faites pas. Les Congolais, comme Bounaga n'a pris l'autre. Vous savez combien de morts il y a eu à ce moment-là? À Goma, il y a eu trop de morts, même à Bukavu. Alors, vous pouvez donner les oranges, jeter les oranges aux gens qui tuent. Il faut aussi chercher comment les écraser. Si vous ne les écrasez pas, c'est-à-dire que vous êtes complice de destruction de votre pays. Donc je ne veux pas être taxé d'être complice contre mon propre pays. Et les militaires aussi, ils savent qu'ils ne peuvent pas se comporter de la sorte. On ne doit pas les payer, ce sont appelés les complices. Au moins les gens qui défassent, les défasseurs de notre nation. Voilà les termes à utiliser pour les militaires. Ce sont les défasseurs de notre nation. Et ces défasseurs doivent être encouragés par nous, les peuples. Hein? Quand vous vous battez, la famille est là pour vous appuyer. Vous serez très content. Comme s'il y a un match au stade, qui joue sur le stade de Martyrs, le peuple est derrière les léopards. Vous ne trouvez pas que les léopards, chacun va donner le meilleur de lui-même pour gagner, pour ne pas décevoir ce peuple. C'est la même chose comme ceux qui nous attaquent nuit et jour. Est-ce que quand vous ouvrez votre radio le matin et vous attendez ce qui arrive, les cris qui viennent de Goma, on a tué 100 personnes, on a tué ceci, est-ce que ça c'est une bonne chose? Parce que c'est la même chose. Les Gomatraciens, ou bien nous les Quinois, c'est la même chose. Même ça, même personne. Donc, il faut accepter ça. Faisons seulement, comme Félix Tshisekedi est en train de parler avec les présidents américains, appuyez-les, que les présidents américains ouvrent son cœur pour faire partie de tous les rebelles dans notre pays. En ce moment, Félix il sera victorieux aussi. Donc, il n'y aura pas de problème. Et victorieux à quel prix? Parce que ensuite nous on est en train d'entendre les conditions de ceux qui sont en face, c'est-à-dire l'opposition. On ne veut pas dialoguer avec un président de la République qui fixe ses conditions, parce qu'il décide sur base de quel jugement, sur base de quelle humeur, et ça ne semble pas marcher de la sorte. Qui sont les demandeurs de ça?
Et c'est Félix qui avait demandé le dialogue. C'est l'opposition qui a toujours demandé le dialogue. Du matin au soir, quand il passe dans les médias, même si Radio France ou France 24, il parle toujours de dialogue, Maintenant, on fixe les conditions de ces dialogues. C'est entre seulement les Congolais. Vous voulez que les Rwandais prennent, et les opposants, ils veulent que les Rwandais aussi prennent part dans ces dialogues? Ah non, ce n'est pas du tout sérieux. Même si vous n'aimez pas une personne, acceptez quand même ces œuvres qui peuvent réduire l'hécatombe dans notre pays, les œuvres qui peuvent nous donner la force de vivre comme tous les peuples du monde. Moi, je ne comprends pas. D'abord, le dialogue n'était pas important pour nous. Nous venons de sortir d'un dialogue de cité de l'Union africaine. Les résolutions prises dans ce dialogue. Et c'est déjà entré en exécution. Moi-même, je suis bénéficiaire de ces résolutions. Est-ce que j'ai déjà récupéré les maisons et les maisons et l'argent? Est-ce que j'ai déjà récupéré ça? Toujours en boîte. Maintenant, mais tandis que dans ces dialogues, ceux qui avaient récupéré des postes ministériels, ils ont travaillé, on a vu. Beaucoup de nos amis ont été des ministres. Mais comme nous n'étions pas des ministres, on est resté à l'écart pour commencer à regarder les gestions. Ce qu'ils avaient géré, même les mal que nous constatons aujourd'hui, ça vient de leur gestion aussi. Bon, ceux qui demandent maintenant le dialogue, c'est pourquoi? C'est pour le partage des postes. Qu'on ne vous trompe pas, vous les journalistes. Parce que beaucoup, quand ils regardent à ces poches, ils n'ont pas d'argent. Ils regardent là, ils voient Tshisekedi, on parle des millions, eux, ceci dit, moi, il faut que j'entre là-bas pour obtenir des millions. Directement, avec les amis, ils se coalisent pour dire, il faut le dialogue, on fait sortir de n'importe quoi. Mais l'essentiel du pays, la guerre, ils n'en parlent pas. Et ils refusent tous de condamner l'auteur et co-auteur de la guerre que nous subissons ici dans notre pays. Mais quand ils encouragent celui-là de tuer, c'est parce que la plupart des opposants, ils n'ont pas encore eu de problèmes dans leur famille que la guerre vienne tuer, les Rwandais viennent tuer dans leur famille. Si leurs frères et amis mouraient, je crois qu'ils vont réfléchir 10 000 fois avant d'ouvrir les bouches pour critiquer le gouvernement congolais. C'est très bien. Avant de vous libérer, Gabriel Mokia, j'aimerais quand même qu'on parle un tout petit peu de la journée d'hier. La dernière fois que j'étais avec vous, vous étiez très d'accord avec les contrôles des documents, par exemple à Kinshasa, mais vous circulez. Je sais que hier vous étiez sorti après la pluie. Vous avez vu l'état de Kinshasa. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette ville? C'est partout dans le monde, même aux États-Unis. Là où nous trouvons, il y a des économies florissantes. Les États-Unis aussi ont les mêmes problèmes des inondations. Partout ici au monde, il y a ces problèmes des inondations. Je ne sais pas si Dieu veut détruire le monde avec de l'eau. Je ne sais pas. Vous quittez ici, vous arrivez dans tel pays, même chose inondation. Vous arrivez dans tel pays, même en Europe, même en France, même en Belgique, il y a toujours des inondations. Mais vous savez que là-bas, il s'agit des tempêtes et pas que de simples averses comme ici. Tempêtes, non. Il y a aussi les pluies là-bas qui tombent. Mais qui n'inondent pas parce qu'il y a un système de canalisation d'eau. Mais à l'avant de couler, d'abord vous trouverez que ces gens-là, ils subissent le mal. L'eau entre partout dans les maisons et ils ont l'avantage, ils viennent avec les hélicoptères pour tirer leur population. Mais nous n'avons pas des hélicoptères pour faire comme eux. Ici, chez nous, la population entre dans l'eau jusqu'ici à la gorge. Vous voyez? En Europe, c'est un peu différent. Mais quand vous regardez les maisons inondées, il y a une femme, une européenne, qui est en train de pleurer à la télévision. Je n'ai pas d'habits, que les gens puissent me donner des habits pour porter, parce que tout est parti avec de l'eau. Alors ça, les inondations, ce n'est pas seulement le problème de Kinshasa. Le problème, c'est que demander aux autorités de Kinshasa de fournir un effort pour tracer très bien les canalisations d'eau, parce que nous avons les fleuves. Les fleuves, on peut jeter toute l'eau de la pluie ici au fleuve. Mais si on reste toujours d'une manière routine, toujours les mêmes terrassés, toujours les mêmes qui sont bouchés d'ailleurs, on va commencer toujours à vivre ces calvaires tous les jours. Donc, demandez aux autorités de la ville de fournir un effort. S'ils ne comprennent pas, qu'ils puissent demander aux
à leurs confrères d'autres villes, comment vous avez fait pour que l'eau ne reste pas souvent dans votre ville? On va les donner. Moi, quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai vu comment leur fonctionnement. Pendant la pluie, je vois comment l'eau passait. Alors, on peut amener ce système ici. Il ne faut pas seulement vous êtes autorité et voyager, aller manger le beefsteak, mais vous n'avez pas une mission précise dans votre tête que je rentre, je vais faire ce que j'ai vu, je vais faire ce que j'ai vu pour désengorger quand même la population de mon pays. Donc, il ne faut pas seulement voyager pour voyager, il faut quand même s'en sortir. Il faut copier le bien. Il faut copier le bien. Le reproduire ici. Oui, tout le monde devait faire ça. Mais les autorités, ils dorment. Quand ils voyagent, ils voient les pays, les paysages et les villes très bien. Ces gens-là se limitent qu'à regarder les villes. Mais quand ils rentrent ici à Kinshasa, même un modèle qu'il avait laissé. Alors, je ne suis pas d'accord de cette façon d'humiliation que nous subissons ici. Regardez, je vois l'avenir du commerce ici. L'avenir du commerce et l'avenir Luambo Makiadi. Est-ce que dans un pays normal où il y a des autorités sérieuses, on peut vivre ces scandales? Et l'homme qui est en train de construire un immeuble là, comment il va s'en sortir? Avec de l'eau de la pluie et les mamans qui viennent de la cité pour venir vendre le chikwang et des histoires là, dans l'impunité. Les policiers qui passent là, je ne sais pas si on leur donne tiens ou quoi, ils regardent tout ça comme ça. Regardez si l'avenue Kabambar, croisement, Kabambar et Kabassel. Au coin là, trop de motos, il avait les motos là-bas, les goudrons sont devenus trop noirs qu'on ne peut pas supporter. Ce n'est pas possible, monsieur. C'est-à-dire que c'est le problème de nos autorités. Je suis ici, je pèse mes mots, le problème est des autorités. Mais vous avez bâti campagne, une autorité qui a bâti campagne pour tel poste. Le peuple a fait confiance à ses paroles. On vous confie le mandat. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce mandat? Le mandat, c'est pour commencer à aller manger le beefsteak dans des restaurants et tout ça. Mais vous ne restez pas au bureau pour réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez un autre problème qui peut vous énerver. L'hôtel de ville. L'avenir là qui vient de l'hôtel de ville jusqu'à Mayem. C'est pitié. Je suis allé avant-hier réparer un pinier là-bas, acheter un pinier. J'ai acheté des piniers qu'on a réparés. Mais c'est pitié pour la population. Pour une route où moi j'ai roulé avec ma voiture Mini Maurice en 1977, 78, 79, 80. Très bien. Mais vers Mamayem, c'est foutu. Vous voulez maintenant dire la responsabilité au chef de l'État? Non. Il y a le ministère des Finances. Il y a aussi le ministère des Finances de l'hôtel de ville. Mais qu'on doit faire un programme tel le coin. Et surtout que l'hôtel de ville, quand le gouverneur est là en haut, il regarde tout cela. Alors, vous ne pouvez pas fournir un effort. Qui va venir vous dire, vous allez travailler? Mais nous, la population, nous vous regardons, on vous a confié le mandat. Mais montrez-nous de quoi tu es capable. Merci beaucoup, Président Gabriel Moukia, pour ces très belles observations aujourd'hui, pour ces analyses et ces observations sur la gouvernance en RDC. On va prendre maintenant notre deuxième dossier de ce soir, le confrère Elie Mondonga.